Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle saison du podcast Women of Power. Je suis Angie Miorin, chargée de communication pour CCARE. Chaque jour, nous nous engageons pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et chaque année, la Journée internationale des droits des femmes nous offre l'opportunité de dialoguer avec des femmes leaders de notre secteur. Alors lançons-nous dans cet échange et découvrons ensemble les clés pour construire une société plus juste et équitable. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Oriane Valdelièvre. Bonjour Oriane, merci d'être avec nous. Bonjour Angie. Ensemble, nous allons discuter du parcours d'Oriane en explorant les défis auxquels elle a été confrontée en tant que femme, les actions qu'elle privilégie pour promouvoir l'égalité, la diversité, et elle partagera des conseils pour surmonter nos propres obstacles et croyances limitantes. Pour élargir le point de vue de ces interviews, j'ai également proposé à des collaborateurs de participer aux échanges sur chaque épisode de cette saison. Ils nous rejoindront en fin d'interview. Commençons avec la première question. Oriane, vous êtes responsable de la transformation de la gestion des sinistres pour les pays d'Europe et Asie-Pacifique, chez AXA XL. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours et son évolution vers votre poste actuel ? Bien sûr. Je dirais que depuis ma formation en école de commerce, ma carrière s'est faite en 3 temps. Alors, le premier temps, j'ai choisi de commencer ma carrière en conseil, d'abord chez KPMG en France et ensuite chez le courtier E.ON à Londres. Chez E.ON, j'ai participé à lancer l'offre de conseil en stratégie auprès des réassureurs et je travaillais principalement pour un syndicat du marché du Lloyd's. Deuxième étape, j'ai ensuite voulu rentrer en France et passer côté client chez un assureur. Alors, il y a maintenant 7 ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le siège d'AXA, où je travaillais au sein de l'équipe Stratégie et Business Development. J'étais en charge d'animer le dialogue stratégique avec nos filiales françaises et européennes, de participer à définir le plan à 3 à 5 ans et de répondre aux enjeux du PDG et du conseil d'administration. Troisième étape, j'ai décidé il y a bientôt 3 ans de rejoindre la filiale AXA XL, qui est dédiée aux grands risques pour les multinationales. Et l'objectif, c'était de participer à la transformation de nos activités de gestion de sinistres. Donc, je vise à améliorer la satisfaction de nos clients, employés et courtiers, tout en simplifiant nos opérations grâce aux nouvelles technologies, à l'utilisation des données et à la revue des processus d'entreprise. Merci Oriane pour ce partage, un parcours impressionnant et très riche. Je vais maintenant enchaîner avec la deuxième question. En tant que femme, quels sont les obstacles et les stéréotypes que vous avez dû surmonter pour vous épanouir dans votre entreprise et dans le monde du travail en général ? Alors, je dirais qu'il y a vraiment 2 types d'obstacles distincts. Les obstacles externes et les obstacles internes. Les obstacles externes, c'est ceux dont on parle le plus souvent. Ils sont liés à l'entreprise ou à l'équipe. Et sur la base de mon expérience, c'est par exemple le manque de modèles de leadership féminin inspirants pour m'identifier et échanger, ou des comportements non inclusifs, où des personnes accaparent la parole, ignorent les femmes ou les prennent pour des secrétaires. Et enfin, et c'est probablement le plus dérangeant, les blagues sexistes et le côté boys club. Alors, ce qui m'est arrivé dans des équipes qui étaient quasiment uniquement masculines. Ces obstacles, ce sont des freins significatifs pour les femmes. Et heureusement, les entreprises y travaillent depuis des années. Mais il y a aussi des obstacles internes à ne pas sous-estimer. Les obstacles internes, c'est ceux qu'on se met soi-même en tant que femme. Alors, ils ne sont pas spécifiquement liés aux femmes, mais en général, ils sont plus fréquents chez les femmes. Je pense à cause de l'éducation et de la culture, principalement. Et je vais vous donner quelques exemples qui se sont appliqués à moi, je dirais, en début de carrière. Pour commencer, premier exemple, je dirais l'excès de modestie, alors notamment dans ma communication et le doute sur ma valeur. J'avais par exemple beaucoup de mal à oser prendre la parole en meeting ou à mettre en avant mes succès dans mes points annuels avec mon manager. Autre exemple, le perfectionnisme. Alors j'avais toujours le sentiment de devoir affiner, continuer à travailler souvent très tard. Le fait de dire oui un peu à tout ce qu'on me demandait, manager, collègues, et de faire ou compenser le travail des autres. Principalement, je pense, pour être apprécié et éviter les conflits. Et enfin, autre exemple, le fait de jamais demander d'augmentation ou de promotion. Je pense que j'avais du mal à identifier les règles implicites de l'entreprise pour évoluer. Et donc, face à ces 2 types d'obstacles, j'ai réussi à m'épanouir d'abord parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'ont valorisée. Et nombreux de ces managers étaient des hommes, en fait.
Ils m'ont également promue. Ils ont réussi à mettre en avant ce que je savais faire et apporter à une équipe. Et cette confiance, en fait, ça m'a permis d'améliorer ma confiance en moi et de savoir ce que je savais faire et ce que je savais apporter. Et ensuite, je pense que face à ces obstacles, j'ai aussi réussi à apprendre à travailler proactivement sur ces obstacles. Et je pense qu'ils sont d'ailleurs propres à la prise de maturité que j'ai eue au début de carrière. Très bien, Oriane, merci. En effet, ce sont des obstacles qui sont, malheureusement, assez courants, peut-être trop courants. Selon vous, Oriane, quelles actions devrions-nous mettre en œuvre pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction et créer un environnement professionnel non seulement diversifié, inclusif, mais aussi plus égalitaire? Alors, pour commencer, je pense que les entreprises ont pris un rôle très fort sur ce sujet depuis plusieurs années, avec des progrès significatifs, notamment dans le secteur de l'assurance. Mais c'est probablement un défi très ambitieux quand on sait que les enjeux dépassent de loin le monde de l'entreprise. Et comme je disais, je pense que ça vient en général de la culture et de l'éducation. Alors, j'aimerais partager peut-être un chiffre qui illustre ça concernant la sphère privée. J'ai lu dans une étude qui est faite depuis à peu près 20 ans que 80% des femmes déclarent passer au moins 1 heure par jour sur la cuisine et le ménage, alors que c'est seulement le cas de 36% des hommes. Et je pense que typiquement, l'enjeu, c'est que ces chiffres n'ont pas bougé depuis à peu près 20 ans. Et donc, c'est quelque chose que les entreprises peuvent malheureusement difficilement influencer. Mais sur la base de mon expérience, j'aimerais quand même vous donner quelques convictions sur les mesures que les entreprises peuvent prendre ou renforcer, au-delà des programmes de talent et de mentorat des femmes qui sont assez classiques dans les grandes entreprises. Premier point, peut-être continuer de mesurer et d'avoir des objectifs sur le nombre de femmes à des postes de leadership, mais aussi à tout niveau de l'entreprise pour améliorer la pipeline. C'est également promouvoir des femmes, particulièrement sur des postes traditionnellement occupés par les hommes et qui mènent aux postes de dirigeants, comme la souscription, la distribution, la finance, et globalement pas uniquement les ressources humaines ou la communication, par exemple. Autre exemple, valoriser les comportements inclusifs et développer proactivement une culture d'entreprise qui célèbre les succès des équipes diverses ou des leaders femmes. Et je pense à l'inverse, il faut aussi être strict et vocal sur les comportements qui sont non inclusifs de manière répétée. Et enfin, proposer des formations aux employés pour identifier leurs forces, probablement indépendamment de leur poste, et les aider à travailler sur le storytelling, un peu ce qu'on fait de manière générale dans le milieu anglo-saxon. Très intéressant, merci, Oriane. Qu'avez-vous mis en place pour surmonter vos propres obstacles et croyances limitantes? Et de quelle manière ces efforts ont-ils contribué à accélérer votre progression professionnelle? Alors, je vais partager avec vous quelques exemples d'actions concrètes que j'ai prises pour surmonter ces obstacles internes que je décrivais tout à l'heure. Alors, pour gagner en confiance en moi, je me suis forcée régulièrement à prendre la parole en meeting, notamment pour porter la voix de mon équipe. Et j'ai saisi l'opportunité d'être intervenante régulièrement dans des conférences pour parler devant une centaine de personnes. Ensuite, j'ai consciemment enlevé certaines barrières que je m'étais mises sur ma manière de m'habiller. En début de carrière, je cherchais vraiment à m'aligner sur les couleurs et la sobriété du style vestimentaire des hommes, très simple et tous en costume bleu et gris dans notre industrie. Et au fur et à mesure, j'ai choisi de plus m'écouter et mettre des couleurs beaucoup plus vives et féminines. Alors c'est symbolique, hein, mais je pense que ça participe à me sentir moi-même dans l'entreprise. J'ai mis en place également des sessions de peer coaching avec 3 collègues pour discuter d'enjeux de leadership et bénéficier d'un regard extérieur sur ce qui est OK ou pas OK d'accepter ou de demander. En fait, c'est un petit cercle de personnes bienveillantes, des femmes en l'occurrence, et ça permet d'être accompagné par des personnes qui connaissent bien l'entreprise, donc par rapport aux règles implicites que je mentionnais tout à l'heure. Et enfin, j'ai parlé de mes enjeux à des femmes et des hommes inspirants. Alors, chez AXA, on a la chance d'avoir le réseau qu'on appelle Mix In, qui organise 1 à 2 fois par an des sessions de 30 minutes avec des leaders impliqués dans la diversité. Et à chaque fois, j'ai vraiment saisi ces opportunités. Je pense vraiment qu'il ne faut pas attendre qu'on nous assigne un ou une mentor, mais vraiment créer des relations avec des personnes qui peuvent nous aider à progresser. Et d'ailleurs, je suis convaincue que ça peut être fait avec des personnes vraiment de toute seniorité. Et j'aimerais profiter de ce podcast pour dire que j'ai, par exemple, beaucoup appris du courage de ma petite sœur. Et avec du recul, en fait, tout ce travail que j'illustre là dans les exemples,
ça m'a permis d'être plus assertive, d'avoir mieux conscience de ma valeur ajoutée et finalement de comprendre comment réfléchir et agir pour progresser en entreprise. Merci Oriane pour ce discours très inspirant. Continuons maintenant avec la 5e question. Qu'auriez-vous aimé savoir quand vous avez démarré votre carrière professionnelle et quels conseils auriez-vous aimé que l'on vous donne? J'ai 3 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais en début de carrière. Selon une étude, la performance qui est essentielle en début de carrière ne fait en fait ensuite que 10% du succès professionnel. Le reste, c'est 30% l'image, 60% la visibilité. Et donc, mon conseil numéro 1, assure-toi donc de garder du temps et de l'énergie pour ta visibilité, ton réseau et ta communication orale. Conseil numéro 2, travaille proactivement sur ta confiance en toi. Apprends la prise de parole en public, fais du théâtre, trouve des moyens de sortir de ta zone de confort de manière régulière et prouve-toi que tu peux réussir sans travailler excessivement. Conseil numéro 3, apprends à dire non et à poser tes limites. Ça vaut dans la vie professionnelle, mais je dirais surtout aussi dans la vie personnelle. Tu réduiras tes frustrations et tu amélioreras ta satisfaction. Merci Oriane pour ces précieux conseils. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Nicolas Faure, qui est juriste réassurance chez CCRE. Bonjour Nicolas, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci pour l'invitation. J'aimerais vous poser une question à tous les deux pour croiser votre vision. Sachant que les stéréotypes peuvent entraver l'égalité homme-femme, pensez-vous que nous devrions mettre en avant les potentielles différences entre le leadership dit masculin et féminin pour revaloriser ce dernier, ou plutôt dépasser ce débat et redéfinir notre conception du leadership? Qui veut commencer? Je vais me lancer. Alors moi je dirais que oui, il existe des différences entre un leadership masculin et féminin, mais ces différences ne sont pas au détriment du leadership féminin, bien au contraire. Ensuite, il y a peut-être qu'il y a une perception de différence parce qu'il n'y a pas encore d'égalité numérique, j'ai envie de dire, dans les postes de management entre hommes et femmes. Mais pour moi, au-delà de la question de cette quantité, le leadership ne doit pas être une question de genre, mais plus de la compétence en fait. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser à la notion de leadership aujourd'hui, plutôt que d'opposer le genre féminin au genre masculin dans le management. Alors moi, je suis convaincue que le type de leadership valorisé aujourd'hui, c'est vraiment un leadership authentique, transparent et empathique. Je pense que c'est un leadership soucieux du bien-être des employés et qui est explicite sur les impératifs des entreprises. Donc, on voit bien à l'ère des réseaux sociaux, par exemple, que l'information, elle circule de plus en plus vite et du coup que la transparence est clé. Et en parallèle, les enjeux de sens et de valeur, ils sont vraiment essentiels, surtout pour recruter les jeunes générations. Et en fait, toutes ces caractéristiques, effectivement, elles se rapprochent d'un leadership qui a été typiquement appelé féminin. Mais en fait, sur la base de mon expérience, ce n'est pas le leadership de toutes les femmes. Et en fait, c'est le leadership de certains hommes. Donc, je pense qu'il faut effectivement, comme disait Nicolas, sortir de cette distinction masculin versus féminin et vraiment inciter les femmes et les hommes à trouver leur propre voie, à apprendre à développer un leadership propre à leur personnalité et en fait qui fait leur particularité. Eh bien, merci Oriane d'avoir partagé votre parcours et votre expérience. Merci également à vous, Nicolas. Une discussion riche d'enseignements et d'idées pour faire bouger les lignes. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir les autres épisodes du podcast Women of Power et le parcours de femmes exceptionnelles dans le secteur de l'assurance, qui agissent chacune à leur façon pour un monde plus égalitaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant au podcast, en le notant ou en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous et à très bientôt.